Bienvenue dans la deuxième partie de la masterclass. Dans la dernière partie, je vous ai montré quel était l'intérêt du branding et comment ça pouvait finalement faire complètement décoller votre site e-commerce en appliquant cette stratégie. Dans la deuxième partie, je vais vous présenter des stratégies pour mettre en place votre propre branding et après, je vous montrerai évidemment quelques exemples de rendus de sites Shopify pour que vous puissiez comprendre quel type de rendu vous pouvez obtenir par vous-même. Allez, c'est parti. Donc, on disait comment vous pouviez définir votre image de marque et votre message. Par rapport à ça, je vous conseille de procéder en deux étapes. Vous vous souvenez, dans la première partie, je vous ai montré différents logos qui sont utilisés par des grandes marques. Je vous ai parlé de charte graphique, de typographie qui est utilisée pour ce logo, en vous expliquant que ces choix sont évidemment conscient, ça a fait l'objet d'une recherche extrêmement poussée, mais au final, on n'a même pas parlé du sujet principal qui est le nom même de la marque. Et du coup, moi, je vous conseille effectivement toujours d'imaginer un nom propre qui finalement n'a aucune dénomination concrète en soi, mais je vous conseille d'imaginer un nom. Ça peut être lié à une certaine inspiration, c'est à vous de faire votre recherche par rapport au produit que vous voulez vendre, mais je vous conseille vraiment de procéder ainsi plutôt que de par exemple faire un nom de domaine un peu à la SEO et ça s'appelle les exact match domain. Je vous donne un exemple. Admettons qu'un utilisateur qui fait une recherche Google, il veut acheter des chaussettes roses, il tape donc chaussettes roses. Et vous savez qu'il y a un gros volume de recherche, donc vous avez en fait créé un site e-commerce avec le nom de domaine chaussettes-rose.com. Et ben là, Google, il va voir que la recherche de l'utilisateur correspond exactement avec votre nom de domaine. Et donc ça, c'est dans ce cas-là que vous êtes avec un exact match domain. Ça vous permet de remonter facilement dans les résultats. Mais pourquoi vous ne devez pas utiliser cette stratégie ? Parce que déjà, deux choses. Avec Shopify, vous n'êtes pas spécialement sur un site qui est optimisé SEO, donc à ce moment-là, il vaut peut-être mieux faire du WordPress ou utiliser un autre CMS quelconque que Shopify. Et en plus de ça, vous, de toute façon, on vous apprend via d'autres masterclass à utiliser une stratégie d'acquisition payante qui est beaucoup plus performante, donc à faire du SEA. Le SEA, c'est de la publicité en ligne et ça se voit avec des outils comme Facebook Ads ou Google Ads. Et historiquement parlant, ou même des influenceurs. Et ça, cette stratégie, elle fonctionne évidemment beaucoup plus rapidement. Le SEO, c'est un travail de longue haleine. Donc c'est pour ça que moi, je vous recommande vraiment d'imaginer un véritable nom de marque, souvent un nom de domaine un peu court comme ça, qui est catchy, qui retient facilement votre utilisateur et comme ça, voilà, il peut le partager à d'autres personnes et c'est vraiment ça que je vous invite à imaginer de votre côté. Et ensuite, vous avez l'USP. Alors l'USP, Unique Sell Proposal ou proposition de vente unique, ça va être ni plus ni moins que ce qui vous permet de vous distinguer par rapport à vos concurrents. Donc ça, c'est une chose super parce que parfois, moi j'ai souvent eu cette remarque auprès des e-commerçants débutants. Ils me disent oui, moi j'ai pris un produit sur AliExpress, à l'époque c'était ça, et du coup tous mes concurrents s'ils peuvent reprendre ce produit s'ils voient qu'il fonctionne, et au final j'ai aucune valeur ajoutée. Sauf que avec le marketing, avec le branding, vous pouvez justement avoir une différenciation qui est complète. Et là, par exemple, je vous donne un exemple avec Domino's Pizza. Domino's Pizza, leur USP tient en seulement 5 mots, c'est livré en 30 minutes ou gratuit. Et donc là, cette USP, elle est vraiment géniale. Je vous invite à comprendre qu'en 5 mots, mettre un message aussi concis que celui-là, c'est vraiment du génie de la part de Domino's Pizza. Et du coup, c'est tout simplement, en fait, derrière cette USP, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que, en fait, le client, il n'a pas besoin, en fait, d'anticiper sa soirée. Il n'a pas besoin de se dire, OK, j'aurai faim dans 1 heure. Comme c'est long à préparer, faut déjà que je passe
ma commande, comme ça elle arrivera pile poil au moment où c'est bon. Bah non, en fait, c'est vraiment pas ça. C'est le schéma qui va se mettre en place, c'est plutôt là, vous, un soir, vous êtes fatigué, vous avez la flemme de préparer à manger, et bah du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur le site de Domino's Pizza, vous allez passer votre commande, et ensuite, en même pas 30 minutes, la pizza arrive, et si par malheur, Domino's Pizza a pas respecté sa promesse qui était de vous livrer rapidement, la commande elle est gratuite, et du coup, Domino's Pizza s'excuse en ne vous faisant pas payer cette commande. Donc là, vous voyez, il y a tout un message qui est communiqué à travers ces 5 mots. Et moi, je vous recommande vraiment de travailler votre USP à fond, c'est-à-dire vous prenez un document Word vierge, vous écrivez plusieurs idées et vous les laissez reposer. Au bout d'un jour, 2 jours, vous y revenez dessus et vous demandez l'avis à d'autres personnes. Et vraiment, c'est comme ça que vous allez trouver une USP qui sera intéressante. Et si en plus de ça, là après, imaginez, vous allez créer votre site web, vous mettez sur la première section de votre site la bannière avec un joli visuel, votre logo qui a eu un bon nom de marque, une bonne typographie, une bonne charte graphique, il y a l'USP, le message est clair, c'est une très bonne première impression que vous donnez à votre prospect. Et si après lui derrière, il scrolle sur votre site, il arrive facilement à voir les produits, il y a du texte persuasif dessus, il y a un parcours client intuitif, en fait vous allez tout simplement générer des ventes. Donc c'est vraiment cette méthode que je vous recommande. Là, c'est ces 2 éléments d'utiliser. Mais il y a évidemment une arme secrète en plus de ça qu'il convient d'utiliser, et c'est le storytelling. Le storytelling, je vous en ai déjà un petit peu parlé lors de la première partie, notamment avec les talents du fondateur d'Apple qui était Steve Jobs. Et du coup, le storytelling, en fait, c'est tout simplement l'art de fasciner les foules, de raconter une histoire. Faut vous dire que le storytelling, c'est également ce qui fait le succès d'Hollywood. Donc les Américains sont très très bons dans ce domaine. Mais le storytelling, c'est la même compétence entre, par exemple, un univers comme Harry Potter et un texte religieux comme la Bible. Si la Bible, c'est le livre le plus vendu de tous les temps, c'est pas pour rien, c'est parce que il y a eu vraiment un message qui a été passé à travers ce texte, et au point d'influencer le quotidien de milliards de personnes. Donc c'est pas pour rien. Du côté d'Harry Potter, ça s'explique parce qu'il y a eu une création d'un univers fictif qui était en parallèle de notre univers réel, l'univers des sorciers. Et en plus de ça, J.K. Rowling, l'écrivain, était une maître dans l'art de mettre des suspens, des cliffhangers à chaque fin de chapitre. Et donc ça, voilà, c'est vraiment tout l'art du storytelling. Et donc, moi, je vais vous proposer un petit exercice pour la création de votre marque, c'est d'apprendre à raconter une histoire. Et donc là, j'imagine que vous connaissez tous le film Le Monde de Nemo de Pixar. On va parler du pitch Pixar. Alors le pitch Pixar, en fait, c'est ni plus ni moins que la structure pour faire des histoires. Et j'imagine que vous avez tellement regardé au cours de votre vie des séries, des films, vous avez lu des livres, qu'en fait, la structure de l'histoire, elle est innée pour vous. Mais c'est toujours bien de l'avoir en tête. Et du coup, là, voilà, tout simplement, vous avez la structure du film de Nemo. Il était une fois un poisson, etc. Chaque jour, il se passe ça. Un jour, il se passe ça à cause de cela, jusqu'à ce que finalement... Là, vous voyez, vous avez un template à trous qu'il vous suffit de remplir pour générer votre propre histoire. Vous connaissez peut-être un autre modèle qui est en 4 étapes, c'est-à-dire plutôt l'introduction. Donc, il était une fois et chaque jour, il se passait ça. Ensuite, l'élément perturbateur, quand soudain, il arrive à ça. À cause de cela, c'est les péripéties qui sont consécutives de l'événement perturbateur et ça amène à un climax. Et ensuite, jusqu'à ce que finalement, c'est l'étape de résolution. Donc, en tout cas, voilà, gardez en tête ce pitch Pixar ou cette structure en 4 temps pour créer votre histoire. Et en fait, là, après, si vous avez un petit peu de mal à nouveau à faire le lien entre la structure d'une histoire, d'un dessin animé et une structure pour l'histoire de votre marque, mais à nouveau, faut que vous compreniez que le storytelling, c'est une technique
qui transcende le milieu du divertissement. Ça s'adresse également aux communicants marketing. Et si vous avez des difficultés à percevoir ça, je peux vous conseiller quand vous êtes devant votre télé ou quand vous êtes au cinéma et que vous voyez un spot publicitaire d'une marque, essayez de voir la structure de l'histoire qui est utilisée. Ça va souvent très vite, les spots publicitaires, c'est 30 secondes, 1 minute grand max. Et c'est justement très compliqué de mettre ces 6 étapes en 1 minute. Donc c'est justement, il y a eu un énorme travail de concision qui a été fait. Et du coup, je vous invite à vraiment essayer de regarder ça, à voir des spots publicitaires qui ont bien marché. Ça peut vous inspirer pour vous-même créer votre structure. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que finalement, la vente, c'est qu'une affaire d'émotion. Si vous arrivez à en faire ressentir à vos prospects via votre message publicitaire, via votre positionnement marketing, ils se transformeront en clients puisqu'ils adhéreront à votre message. Donc maintenant, on va regarder c'est quoi le process de développement d'un branding. Et je vous invite à regarder ces 4 mots qui se suivent. Et à premier abord, ça va peut-être vous paraître bizarre parce que là, moi, je vous conseille que à partir des produits, vous allez générer un univers qui va connecter ensemble ces produits. Ça va vous définir une niche. Alors une niche, c'est une thématique qui sont liées par le choix de votre catalogue. Donc une niche, parfois, vous avez des produits qui sont liés à la thématique de la santé, parfois de la beauté. Vous avez la niche des produits pour chiens et chats. Vous avez également la niche des produits pour bébés. Donc vous voyez, il y a vraiment autant de niches que vous pouvez imaginer. En plus, vous pouvez vraiment parler de sous-niches, de sous-sous-niches. Enfin, vous pouvez faire des positionnements ultra précis. Et c'est pour ça que des fois, je vous incite à partir des produits, puisque quand vous avez un catalogue de 5 à 10 produits, vous pouvez vraiment arriver sur une niche très précise et du coup être seul sur votre marché. Et du coup, une fois que cette niche elle est bien définie, après à nouveau, vous pouvez faire des recherches, faire des analyses de vos concurrents et c'est là que vous allez donc réfléchir à votre marque comme avec la même stratégie que je vous ai présentée dans les premières slides avec le nom de marque et votre USP. Après, il y a encore plus puissant que ça. Et c'est même de partir des clients et ensuite de leur proposer des produits. En fait, tout simplement, c'est essayer de mettre au jour un problème, un besoin marketing qu'ont vos clients que vous aimeriez avoir. C'est-à-dire si vos clients, ils ont actuellement une solution qui ne les convient pas, qui les frustre ou que même ils n'ont pas de solution, vous pouvez directement imaginer des produits pour vos clients. Et ensuite, vous remontez, etc. pour faire la marque que vos clients vont acheter. Et ça, vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant que, par exemple, imaginer une marque qui sort un petit peu de nulle part. Essayer de faire du sourcing de produits, ils sont pas forcément bien connectés entre eux. Et ensuite, les produits, vous voulez les proposer à des potentiels clients, mais vous savez pas vraiment c'est qui vos clients. Vos clients, finalement, ils s'en foutent. Enfin, vos prospects, ils s'en foutent un petit peu des produits que vous leur proposez. Et du coup, personne n'achète. À nouveau, si vous partez du client ou que vous faites preuve d'empathie avec sa situation et que vous lui apportez une solution et que vous avez réfléchi à ça, le client, il vous donnera votre argent parce que vous avez une valeur à apporter sur le marché et donc il pourra arriver vers vous. Et vous voyez que, à nouveau, par rapport à une stratégie de grande marque, vous pourriez me dire, oui, mais par exemple, Apple, ils sont là depuis 50 ans et lorsque Apple a été créé, ils sont pas partis de l'iPhone pour créer Apple puisque l'iPhone n'existait pas à l'époque. Vous avez raison. Apple, c'est une stratégie de grande entreprise qui est sur des temps beaucoup plus longs et effectivement, dans ces cas-là, une marque est régie par une mission et Apple, par exemple, a su effectivement proposer des interfaces révolutionnaires pour démocratiser l'informatique dans les foyers américains, notamment avec déjà le Mac avec le pointeur de souris qui permettait d'avoir une interaction avec un écran, ensuite avec l'iPod qui avait la petite roulette, et ensuite avec l'iPhone où on pouvait simplement utiliser nos doigts sur un écran. Donc ça c'est vrai. Néanmoins, il faut que vous soyez conscients qu'en tant qu'indépendant, les sites e-commerce que vous allez créer sont sur des temps beaucoup
beaucoup plus court. Il faut directement que vous partiez d'un besoin marketing et c'est une stratégie vraiment que je vous incite à suivre par rapport à ça. Donc ensuite, bon, bah là, comme convenu, je vais quand même vous montrer quelques sites de démonstration. Alors là, moi, j'ai dit avec le thème Fastlane puisque c'est le thème sur lequel je me suis formé et sur lequel j'ai accompagné la plupart de mes clients qui souhaitaient avoir des boutiques créées. Donc, je vais vous montrer ça en live. Alors, je pourrais pas spécialement rentrer en détail dans l'ensemble des 4 boutiques puisque ça va prendre du temps. Mais si vous souhaitez, je vous mets les URL juste ici. Si vous souhaitez un petit peu regarder de votre côté, n'hésitez surtout pas. Donc là, en tout cas, on a un site qui a une trame multiproduit avec Cinivali. Donc là, ici, Cinivali, c'est un site qui met en avant des bolas de grossesse. Alors un bola de grossesse, c'est un bijou que une mère enceinte porte à son ventre. Il y a un carillon à l'intérieur qui génère une musique et du coup, le bébé se connecte à cette musique quand il n'est pas encore né et du coup, ça le suit une fois sa naissance. Donc là, vous voyez dans les trames de multiproduits, en première bannière, vous avez un shooting avec un modèle. Ça permet directement de créer une ambiance, un positionnement. Vous avez directement une proposition de valeur, les produits en shooting qui permet de les mettre en avant. Et là, voilà, plusieurs sections qui mettent en avant le concept, les sections qui présentent les différentes collections. Vous avez ensuite une page, plusieurs pages produits, le bouton pour passer commande, une fiche produit enrichie. Donc voilà, vous avez un petit peu tout ce qu'il faut pour ensuite voilà, il y a des pages à propos, des articles de blog, un tracking de commande, une page d'aide, plusieurs pages statiques, plusieurs pages légales dans le menu également. Voilà, vous voyez que on peut proposer un site complet assez facilement et du coup voilà, ce sera de toute façon l'exercice que je vous proposerai après en allant plus loin dans les modules. Mais vous voyez que on peut faire des choses très sympas avec Shopify. Je vous présente également rapidement une stratégie avec cette fois-ci une trame un peu plus monoproduit. Vous allez voir qu'on retrouve vous voyez avec le même thème, on retrouve la même structure, sauf que cette fois-ci, il y a des changements de design, de charte graphique. Là, la bannière, j'ai utilisé la lumière du projecteur pour montrer le titre. Et donc, à nouveau, vous avez des icônes qui mettent en avant des bénéfices émotionnels. Ici, des petits éléments qui peuvent être déployés, qui à nouveau rassurent le client. Là, vous avez une stratégie de construction d'offres qui est un peu plus poussée que sur le site Cinivali, puisque en plus du produit standard qui est sur la fiche produit, vous pouvez également avoir un pack x2 et du coup, même si pour le client, c'est super intéressant puisqu'il a un meilleur taux de réduction. Mais vous, de votre côté, ça vous fait également plus de chiffre d'affaires. Il y a également voilà, des bundles, comme vous le voyez, les avis clients pour mettre de la preuve sociale, des bénéfices techniques cette fois-ci, et voilà, à nouveau, un petit texte de copywriting, les blogs pour répondre avec chaque article de blog à une objection que les clients peuvent avoir. Enfin, vous voyez que on peut faire des choses vraiment très poussées si vous souhaitez vous en donner la peine. Après, les autres sites, on a un site multiproduit cette fois-ci plutôt orienté généraliste, alors que Cinivali était dans une niche très précise et Touchapinou, c'est à nouveau un monoproduit. Vous voyez qu'on peut vraiment obtenir des rendus, très différents. À nouveau, c'est des stratégies qu'il faut suivre à la lettre et vous obtenez des choses très sympas. Je reviens au diapo et du coup, pour en guise de conclusion, il y avait les erreurs à éviter finalement sur qu'est-ce qui fait que vous pouvez finalement louper votre création d'image de marque, votre branding et du coup louper votre marketing. Déjà, c'est, comme vous l'imaginez, se lancer sans vision et sans plan d'action au préalable. Forcément, si à nouveau je caricature, vous ciblez un produit, vous vous dites ce produit c'est un winner, je vais faire des tonnes de ventes, je le mets sur Shopify, je fais de la pub Facebook, mais je sais même pas quel ciblage Facebook je fais parce que j'ai pas défini client, etc. Ça risque de couaquer en effet. Étape 2, c'est également ne pas faire de recherche de marché en amont ni d'analyse de vos concurrents.
c'est là où à nouveau je vous avais dit, si vous êtes parti, si vous avez réussi à définir un univers, une niche de produit, vous pouvez voir ce que vos concurrents proposent et vous pouvez faire une analyse SWOT. Alors SWOT, c'est comme Strength, Weaknesses, Opportunities, Threat, donc en français force, faiblesse, opportunité, menace. Vous voyez que vous avez l'aspect atout et handicap sur l'axe vertical, et sur les lignes vous avez les éléments qui sont internes à vous et les éléments qui sont externes ici. Donc à nouveau vous pouvez vous pouvez regarder les notions SWOT, il y a plein d'articles de blog très détaillés qui vous permettront de faire ça. Retenez que si vous faites une analyse SWOT jusqu'au bout, en général, vous aurez derrière une bonne vision du problème et vous saurez également vous saurez quels sont les USP de vos concurrents et du coup comment vous pouvez vous positionner et vous faire un petit trou dans ce marché. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire, même si effectivement ça prend un petit peu de temps au début, mais il vaut mieux prendre ce temps et après mettre les briques petit à petit sur votre projet plutôt que de commencer sur des fondations qui sont pas stables. Et du coup, troisième erreur possible, c'est ne pas avoir une idée claire de l'endroit où se trouvent vos clients idéaux et de pas avoir une stratégie efficace pour les atteindre. Je m'explique. Si, je sais pas, admettons, vous avez un produit pour chiens et chats et que au final, vous avez appris que vous allez aller sur Facebook Ads, mais en fait sur Facebook Ads, vous trouvez aucun ciblage intéressant. Bah du coup c'est dommage de lancer le site et ensuite de vous en rendre compte au moment où vous faites votre publicité. Et à nouveau ça peut être intéressant donc si vous partez du client, de savoir où sont ces fameux clients. Si au final par contre vous avez sur Facebook un ciblage ultra intéressant, et vous pouvez y aller. Ou si au final vous vous rendez compte que vos clients ils sont pas trop sur Facebook mais ils sont plutôt sur Instagram. Moi personnellement j'avais vécu ce cas quand je vendais des bijoux un petit peu ethniques sur Facebook, ça marchait pas très bien alors que sur Instagram ou Pinterest c'était le feu. Voilà, vous voyez, il y a vraiment des choses à regarder de ce côté-là. Je vais conclure par des petits bonus. Alors les 3 outils indispensables pour le branding. Alors là clairement j'ai réfléchi mais il n'y a pas photo. C'est la suite Adobe. Alors Adobe, une suite de logiciels qui est ni plus ni moins que la caisse à outils du graphiste. Donc Photoshop, c'est retouche photo et graphisme web. Donc pour la création de sites c'est absolument fondamental. Illustrator, c'est pour la création de vectoriels. Alors les vectoriels en gros faut vous dire ce sont des dessins, donc du coup un logo est un dessin et également des icônes, là les fameuses icônes avec les bénéfices émotionnels que je vous ai montré, ce sont des vectoriels, donc ça c'est généré avec Illustrator. Et InDesign, ça peut servir plus pour vos supports marketing, des affiches, etc. Mais en tout cas voilà, si à terme vous avez une vision long terme et que vous souhaitez progresser dans cette thématique, je peux que vous conseiller de vous acclimater à ne serait-ce que bidouiller quelques petites manipulations sur ces logiciels, puisque c'est vraiment des incontournables en la matière. Et bonus 2 pour finir, si le sujet du storytelling vous a intéressé, je vous conseille ce livre qui s'appelle L'art du storytelling, manuel de communication de Guillaume Lamar. Il est très concis, hein, le livre, vous voyez, il est très fin, je crois il y a 150 pages grand max, mais c'est un livre où en fait je vous conseille de le lire 5 pages par 5 pages. Il y a beaucoup d'informations, prenez des notes, c'est vraiment un super livre qui est ni trop long et qui est très pertinent. Il va vous parler à la fois du storytelling axé sur les histoires dans le milieu du divertissement, mais évidemment pour la partie qui nous intéresse, il vous parle beaucoup de l'aspect communication marketing, et c'est très intéressant justement d'avoir cette dualité, ce double point de vue. Ça permet de faire des passerelles dans votre esprit. Enfin voilà, si vous avez la moindre question, je suis disponible sur ces réseaux, et en tout cas voilà, c'était tout pour cette masterclass. J'espère qu'elle vous a plu, et j'espère qu'en tout cas vous saurez tenir compte de ces conseils pour réussir dans votre activité sur Shopify. Je vous dis je vous souhaite plein de réussite et je vous dis au revoir.